You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Aujourd'hui, nous partons à l'étranger à la suite du gel des financements PEPFAR voulu par le président américain Trump et les conséquences sur la lutte contre le VIH dans le monde entier. Pour agir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25 ou à travers notre site internet comitédesfamilles.net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Pardon, non, nous ne sommes plus sur Twitter. La version podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Audioblog et YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles si vous avez aimé cette émission. Les plans d'aide d'urgence à la lutte contre le sida à l'étranger, PEPFAR, que le président des États-Unis George W. Bush avait lancé en 2003, est bloqué par le président Trump. Vous en avez probablement entendu parler. Graves sont les conséquences de cette situation sur la lutte contre le VIH dans le monde entier, en particulier en Afrique. Qui mieux que Coalition Plus peut nous aider à comprendre la situation très complexe de ce moment? Voici un entretien avec Serge Douomong-Yota, directeur du plaidoyer du Coalition Plus. Bonjour à toi Christina et bonjour à tes auditeurs. Je suis Serge Douomong-Yota, je suis le directeur du plaidoyer de Coalition Plus. Et Coalition Plus est un réseau d'organisations communautaires à travers le monde qui regroupe environ une centaine d'organisations de lutte contre le sida et qui travaille dans environ 51 pays à travers le monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Outre-mer, en Afrique, ou encore en Asie du Sud-Est. Donc, on intervient un peu partout. Et notre leitmotiv, c'est de faire vraiment, de faire la démonstration que la démarche communautaire, donc que la participation des personnes concernées a une plus-value de grande qualité dans les réponses de lutte contre le VIH-Sida. Donc, du coup, nous travaillons notamment à travers une approche triptyque qui associe à la fois la recherche pour pouvoir documenter nos efforts de plaidoyer, mais aussi pour justifier la mise en place des services de santé communautaires de qualité pour venir combler les gaps que les systèmes de santé classiques dans les hôpitaux publics n'arrivent pas à pouvoir auprès des populations les plus à risque. Donc, nous, on travaille spécifiquement avec les populations les plus à risque au VIH et aux hépatites, qui sont les communautés LGBT, par exemple, les travailleurs et travailleuses de sexe, les personnes qui utilisent les drogues injectables ou encore des personnes en situation de migration et de mobilité humaine. Et vous êtes parmi les premières associations à avoir tiré la sonnette d'alarme de la prise de poste du président Trump aux États-Unis. Du coup, on a un peu d'informations, mais est-ce que vous pouvez nous faire le point sur, en ce moment, qu'est-ce qui se passe au niveau des financements? Alors, effectivement, il y a une très grande crise qui est en train de se jouer. Une très grande crise qui arrive dans un contexte où on a eu de l'espoir. Je rappelle qu'en juillet 2024, à Munich, il y a eu cette annonce de la prophylaxie pré-exposition qui permettrait par une injection chaque semestre et maintenant par une injection par an qui permettrait de prévenir le VIH. Si aujourd'hui on ne vit pas, on ne guérit pas le VIH, on peut vivre avec et on peut se protéger. Pour les personnes séronégatives, on peut se protéger. Donc en entrant en 2025, on avait vraiment grand espoir que justement 2025 aurait été cette année-là où on allait pousser et il y a
une prise de conscience des bienfaits de la PrEP, mais surtout euh, une sorte de promotion et d'accès à la PrEP. Et la directrice de l'ONU SIDA avait justement s'est fixé pour cap en 2025 de pousser pour qu'on ait environ 10 millions de personnes qui auraient accès à cet outil de prévention. Donc, on entrait avec beaucoup d'optimisme, mais malheureusement, 2025, avec l'arrivée de Trump, au mois de janvier, on a eu cette notification qui nous a dit effectivement que les États-Unis mettaient un gel sur les financements PEPFAR pour une durée de 3 mois. Alors, juste rappeler ce que c'est que le financement de PEPFAR aujourd'hui. Puis le PEPFAR a sauvé aujourd'hui environ 20 millions de personnes et a permis de mettre 2,5 millions de personnes sous traitement. Le financement américain, dont la santé en général, c'est 12,14 milliards chaque année. Et ça, c'est pour la santé en général. Mais pour la réponse au VIH, c'est 81% de l'effort mondial. Donc, entre 2021 et 2023, pour bien circonscrire, mais ça veut dire le poids de ce financement, il est majeur. Alors, pourquoi nous, on a été particulièrement sensibles à cette problématique? C'est parce que on est un réseau d'associations et nos associations membres sur le terrain, justement, nous ont interpellés parce que c'est elles qui recevaient des lettres, des notifications de l'administration américaine sur la fin des programmes ou bien au moins la mise en pause des programmes. Alors, rapidement, pour mieux comprendre le phénomène, pour mieux comprendre en fait ce que ça veut dire, on a lancé un sondage en interne qui a attiré notre attention sur les dégâts, déjà à très court terme, de ce que ça voulait dire une mise en gel de, du financement américain. Vous avez fait ce sondage tout de suite, déjà en février, c'est ça? On a fait ce sondage effectivement en février et ce sondage nous a rapidement montré qu'en cette période-là, il y avait déjà des services de dépistage dans les associations, bien sûr, qui ont répondu parce que ce n'est pas toutes les associations qui ont le financement américain, membres et partenaires de Coalition Plus. Donc, on a pu observer qu'il y a une réduction de 50% des activités de dépistage, une réduction de 50% des activités de prise en charge, tout type d'activités concernées, mais surtout qu'il y a 5 associations au sein de notre réseau qui ne recevaient plus de préservatifs et 5 associations qui ne faisaient plus de la prophylaxie, des services de prophylaxie pré-exposition, donc de la PrEP. Ça, c'est pour ce qui est lié vraiment au service direct. Mais ce qui a surtout nous a vraiment fait prendre conscience de l'ampleur des dégâts, c'est le fait qu'il y a eu des gels d'activités des pères éducateurs. Vous savez, les pères éducateurs sont des personnes qui, dans des contextes où il y a des privations des libertés et des droits, sont des personnes qui parviennent à mener les services auprès des communautés qui n'ont pas un accès facile en fait aux services publics. Je parle par exemple des femmes trans, je pense par exemple aux personnes qui utilisent les drogues injectables. Donc, c'est 1034 postes de pères éducateurs qui ont été stoppés net. Et on sait qu'on peut avoir le médicament, on peut avoir des arrivées disponibles, mais s'il n'y a pas cette personne-là qui vont justement aller réconcilier, donc rapprocher le médicament des personnes les plus vulnérables, en fait, ça gèle aussi le système d'accès aux services. Donc, à la suite donc de ce constat, nous avons rapidement communiqué sur les données que nous avions, mais nous avons surtout rejoint un collectif mondial qui s'est spontanément mis en place, qui s'appelle Change. Et ce collectif mondial a justement pour vocation d'attirer l'attention de tous les activistes au niveau international sur la gravité de la situation, mais surtout de saisir les opportunités de communication, de mobilisation pour interpeller les institutions de santé internationales, notamment l'OMS, le Fonds mondial ou encore United, sur le besoin d'avoir des réponses appropriées. Donc aujourd'hui, nous animons le collectif Change francophone, qui est justement cet espace-là où tous les acteurs du milieu francophone peuvent justement venir présenter l'état de la situation dans leur pays et avoir de l'information au jour et au quotidien sur comment est-ce que la mobilisation évolue au niveau mondial. J'ai une question probablement bête, mais je me demande... en fait, vous avez dit que dans vos associations, du coup, il y a tout de suite des postes qui ont été bloqués, des actions qui se sont bloquées.
de l'annonce du gel des fonds, euh, comment cela c'est possible? C'est-à-dire, si je vois un fonctionnement d'une association en France, il y a un bilan prévisionnel pour l'année, en fait, on raisonne sur l'année suivante. Et du coup, comment ça se fait que tout ça s'est bloqué, en fait, tout de suite? Il n'y avait pas une prévision, il n'y a pas quelque chose qui reste le temps de... Alors, il faut comprendre que nous sommes dans un contexte où les États qui sont censés justement avoir le leadership sur la délivrance des services sont en grande difficulté et généralement font recours à des financements externes, extérieurs, notamment bilatéraux, comme c'est le cas pour le PEPFAR, ou multilatéraux, comme c'est le cadre du Fonds mondial. Alors, la complexité du système fait en sorte que pour le financement bilatéral, ça veut dire que rapport d'État à État, il suffit qu'il y ait une injonction d'un État donateur, et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence, que tout s'arrête net. Et les modalités de fonctionnement des Américains, dans du financement PEPFAR en l'occurrence, ou de façon plus large des programmes financés par l'aide américaine au développement, USAID, font en sorte que, effectivement, le président américain peut, et il l'a fait, peut décider de tout arrêter. Donc, tout arrêter, ça veut dire on laisse les ordinateurs, on ne touche plus le matériel, on ne touche plus, on n'a plus accès aux magasins pour notamment les médicaments. Donc, ça veut dire une fois que le mot d'ordre tombe, une fois que la notification tombe, à l'instant T, tout s'arrête. Et, euh, et, et le challenge pour justement les organisations qui n'avaient pas encore reçu les notifications directes était de sécuriser les données. Au moins, ça veut dire de télécharger en urgence tout ce qu'on a pu recueillir comme données parce que pour beaucoup de structures, ça signifiait la fermeture également des bureaux. Et ça également, c'est pour le personnel américain. Donc, ce n'était pas uniquement pour les associations, mais c'est pour tout le monde. Donc, ça pose beaucoup d'enjeux également sur le pouvoir qui a été conféré qui est conféré à travers les mécanismes d'aide bilatérale. Et donc, ça nous interroge également, et c'est ça que Coalition Plus est rapidement positionnée et depuis déjà des années à l'aide sur le besoin d'avoir une sorte d'autodétermination, une autosuffisance des pays en voie de développement et une plus grande participation de ces pays-là dans les discussions actuelles sur l'architecture en santé mondiale, parce que il faudrait qu'elles aient vraiment du pouvoir, un pouvoir pour pouvoir négocier et pouvoir aussi contribuer de façon très efficace à la réponse nationale, pour justement anticiper sur ces coupes qui pourraient arriver dans le cadre d'un contentieux diplomatique, comme on l'a observé notamment entre la France et certains pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé du PEPFAR, et vous avez dit, bah, il y a aussi les fonds, par exemple, du Fonds mondial. Mais si on touche le Fonds mondial, on sait aussi que si j'ai bien fait mes recherches, presque les 80% de l'argent du Fonds mondial vient des États-Unis. Du Oui, coup, encore une absolument. fois, on est bloqué. Oui, absolument. Bon, il faut d'abord se dire que le Fonds mondial finance, c'est un fonds où les donateurs dans des États, des grands mécènes, le secteur privé, chacun peut venir apporter une contribution. Et historiquement, les États-Unis sont le premier donateur du Fonds mondial, et la France est aussi historiquement le second donateur. Mais juste l'apport du Fonds mondial, du PEPFAR, donc des États-Unis au Fonds mondial représente un tiers du budget du fonds. Ça veut dire que les États-Unis pèsent pour un tiers dans ce que le Fonds mondial reçoit. Et cela se ressent également au niveau national, parce qu'en dehors même du Fonds mondial, où la contribution est déjà très lourde, il y a également un système d'appui bilatéral, donc les États-Unis directement aux pays concernés. Et là, on vient de finir une analyse avec une structure partenaire, data, etc., pour essayer un peu de comprendre quel est le pourcentage de financement du Fonds mondial dans les pays, quel est le pourcentage du PEPFAR dans les pays et quelle est la contribution nationale dans les pays. Alors, si je vous prends un pays comme le Cameroun, 57% du financement de la lutte contre le VIH au Cameroun provient de PEPFAR, tandis que 25% provient du Fonds mondial et 18% des ressources nationales. Donc, pour faire un calcul simple, ça veut dire que sur les 25% du Fonds mondial, il y a déjà un tiers qui appartient aux Américains. En plus, il y a 57% d'aide directe que PEPFAR donnait avant que l'État en soi vienne avec la contribution de 18%. Donc la tendance est la même et un peu plus grave
par exemple en Côte d'Ivoire, où 62% du financement de la lutte, c'est financé par PEPFAR, 25% par le gouvernement et 13% par le Fonds mondial. J'insiste beaucoup sur l'Afrique parce que quand on croit toutes les données de l'Union, du réseau Coalition Plus, on voit que ces pourcentages-là sont vraiment énormes dans le continent africain. Si on va un peu du côté de l'Amérique latine, la tendance est un peu différente. Donc, je prends un pays comme le Guatemala, 24% de la réponse nationale vient du gouvernement américain, 10% du Fonds mondial et 66% en ressources nationales. Ça veut dire que les États en Amérique latine, de façon un peu plus générale, s'investissent un peu plus. Et pareil en Asie du Sud-Est, on a un État comme l'Inde qui reçoit aussi le financement PEPFAR. Mais, sauf qu'en Inde, le PEPFAR, c'est 7%. Le Fonds mondial, c'est 4%, et l'État, c'est 89%. Donc, c'est juste pour dire que le continent africain paye actuellement un très lourd tribut, un très lourd fardeau par rapport à cette situation, et que voilà, il y a un travail très spécifique à faire sur le continent africain en matière d'indépendance en lien avec la réponse de lutte contre le VIH. On va revenir sur ça. D'abord, je voulais vous demander ce qu'on peut aussi revenir sur quelques retours de terrain, encore plus, vous avez déjà dit quelque chose, mais parce que en ce moment, quand il y a des crises comme celle-là, on dit plein de choses, mais la chose importante, c'est savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment les gens sur le terrain et qui mieux que Coalition Plus peut être peut nous faire peut faire haut-parleur de ce qu'ils disent, ce qui se passe. Ouais. Du coup, tu as dit quelque chose tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur des retours de terrain que vous avez? Donc, le retour de terrain que nous avons actuellement, c'est d'abord le gel. C'est le gel des postes. Ça veut dire c'est des médecins qui n'exercent plus, c'est des pères éducateurs qui n'exercent plus, c'est des structures de santé sexuelle qui étaient adaptées à des populations qui sont dans des contextes où il y a parfois pénalisation ou criminalisation, soit de l'homosexualité ou bien du travail du sexe. Donc, ce sont ces acteurs de la santé communautaire qui n'exercent plus. Et j'ai des témoignages, j'ai des personnes qui se sont rendues dans ces centres de santé sexuelle pour prendre un service et on leur a demandé de partir dans des hôpitaux classiques, donc des hôpitaux publics. Donc, pour une femme trans, aller dans un hôpital public où le personnel, donc déjà au niveau de l'accueil, du vigile, de la réception, de l'infirmier, du médecin, personne en fait n'est formé sur les particularités et les besoins spécifiques de ces communautés-là. Et conclusion, plus personne n'y va. Donc, les communautés ne vont plus dans les centres de santé classiques. Ça, c'est ce qui est vraiment au premier niveau, au niveau de base. Et ils ne vont pas dans ces centres classiques pour des questions de discrimination, de manque de prise en charge. Et bien sûr, parce que effectivement, ce sont des espaces où le personnel n'est pas formé à la sensibilité, en fait, n'a pas la sensibilité qu'il faudrait avoir pour pouvoir justement proposer des services d'accueil de qualité et en respect des personnes. Alors maintenant, actuellement, ce qui se passe, c'est que les États on prenne conscience, et parce que les dérogations ne font qu'arriver, et les injonctions et les clôtures des programmes ne font qu'arriver. Et je profite pour dire aussi que l'étude de Coalition Plus est faite dans une temporalité qui est passée. Donc, on a fait notre enquête au mois de février, mais au jour d'aujourd'hui, les choses ont beaucoup bien évolué. La semaine dernière, notre partenaire en Côte d'Ivoire, c'est la semaine dernière que notre partenaire en Côte d'Ivoire a reçu la notification de USAID d'interruption de programme. C'est pareil pour notre partenaire au Burundi. Donc, entre février et fin mars, il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau des pays maintenant? Les pays sont en train de travailler à ce qu'on appelle les plans de contingence, c'est-à-dire des plans pour justement essayer de rattraper le retard. Mais sauf que dans l'urgence, et c'est notre principale inquiétude, et c'est là où on met l'accent sur le travail, c'est que dans l'urgence, les plans de contingence sont élaborés sans la participation des personnes concernées. Et c'est ce qui est notre grande crainte. Donc, du coup, ça devient des espaces de réunion entre technocrates où la participation et la voix des communautés n'est pas vraiment associée. Pourtant, on sait que tous les résultats qu'on a obtenus aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le VIH l'ont été parce que les communautés et les patients ont été investis, se sont appropriés de la réponse. On a un ensemble de principes, notamment les principes de JIPA, qui voudraient qu'on associe les personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées aux discussions. Dans certains pays, ce sont les réseaux des personnes vivant avec le VIH qui sont associés.
mais les réseaux des populations clés. Donc, une population clé, c'est un thème dans lequel on peut ranger les populations LGBT, les populations migrantes, les travailleurs de sexe, les personnes qui s'injectent les drogues. Elles n'ont pas été invitées. Donc, du coup, nous, ce qu'on est en train de pousser actuellement, c'est que dans les discussions nationales qui ont lieu, on essaie au maximum de se rapprocher des comités nationaux de lutte contre le sida pour se rassurer que notre savoir en tant qu'acteur de terrain, acteur communautaire, que notre expertise communautaire contribue justement à l'élaboration de ces plans de contingence. Donc, concrètement, c'est ce qui est en train de se faire. Et aussi, il y a l'élan de solidarité. Donc, on est aussi en train de voir, en tant que réseau, comment est-ce qu'on peut aussi se mobiliser financièrement pour soutenir. Alors, c'est un soutien minime, parce que on ne peut pas être à la hauteur du gap causé par le gel des financements américains, mais au moins se soutenir. Donc, nous sommes en train d'explorer les possibilités et de voir comment est-ce que concrètement sur le terrain on peut soutenir les organisations de base. Et toutes ces choses, elles sont faites de manière voilà, individuelle d'association, c'est-à-dire Coalition Plus fait ça, ou c'est tous ensemble avec ce collectif dont tu as dit tout à l'heure, Change francophone? Oui, donc Change est une plateforme d'information, donc qui regroupe en fait toutes les associations qui ont du temps, qui le veulent pour venir prendre l'information. Maintenant, en matière d'action, on s'est mis en consortium, donc Coalition Plus, avec ITPC, avec d'autres réseaux, notamment le réseau du RAME, qui est basé au Burkina Faso, pour justement organiser des webinaires chaque 2 semaines pour donner de l'information. À travers ces webinaires, justement, on donne souvent des tactiques et des outils aux acteurs communautaires du terrain pour justement participer aux processus qui ont lieu en cours au niveau national dans leur pays. Donc, on a par exemple beaucoup travaillé avec Change sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser les financements du Fonds mondial dans le pays, donc notamment les reliquats d'activités qui n'ont pas été consommées. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces reliquats-là pour pouvoir justement combler les gaps essentiels? On est bien conscient que les ressources, je vous l'ai dit, les ressources du Fonds mondial ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, mais au moins, à travers le financement du Fonds mondial et un exercice qu'on appelle la reprogrammation, c'est-à-dire un exercice qui se fait généralement tous les semestres, je crois, qui permet de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et voir comment est-ce qu'on peut combler les gaps. Donc, on demande et on soutient les activistes de terrain qui aimeraient justement passer par la fenêtre reprogrammation Fonds mondial, pouvoir positionner 1 ou 2 activités essentielles. Donc, le collectif Change, justement, permet de faire, à travers des webinaires, de passer ce type de messages et ce type d'informations, mais on travaille aussi en direct avec nos associations partenaires et membres pour trouver des stratégies les plus appropriées en fonction des contextes, parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a des facilités même d'interpeller le gouvernement. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a eu une mobilisation de la société civile assez intéressante qu'on a suivie. Donc, pour attirer l'attention du gouvernement, les activistes ivoiriens ont organisé des points de presse, ont mobilisé les médias parce que le gouvernement ne voulait pas encore en parler pour des raisons qu'on peut comprendre, de fierté nationale, pour aussi accuser un peu le coup et de voir rapidement en urgence comment se redéployer. Donc, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a justement eu cet accompagnement et ce travail avec les partenaires pour que justement, à travers le canal des médias, que la population générale soit au moins informée de ce qui se passe et justement pour inciter le gouvernement à associer aussi les acteurs communautaires dans l'élaboration des plans de contingence. Parce qu'il y a du coup des régions du monde où il y a une réponse plus forte aussi du terrain, des acteurs locaux. Oui, Plus absolument. Que d'autres. Oui, et du coup, plein de questions, c'est que... Mais par exemple, du coup, ça m'a fait tout de suite penser que... Bon, là, vous travaillez, Coalition Plus travaille sur l'urgence du moment, pas sur une... parce que l'autodétermination nationale, c'est pas une question d'aujourd'hui. C'est venu pas maintenant qu'il y a eu les gels, mais c'est quelque chose sur laquelle je pense que vous travaillez depuis très longtemps, mais oui, ça en droite ligne avec déjà nos messages publics et politiques. Déjà en 2024, on avait commencé à afficher notre besoin d'avancer sur les sujets de décolonisation de l'aide, parce qu'on sentait justement qu'il était temps
pour qu'il y ait un réel investissement, une réelle attention sur le besoin d'avoir un dispositif international qui reconnaisse que de façon structurelle, il y a des limites qu'il faudrait absolument franchir pour donner l'opportunité aux pays du Sud global d'être assez autonomes dans leur réponse sanitaire et spécifiquement dans leur réponse en matière de lutte contre le VIH-Sida. Donc, rapidement, on avait déjà commencé à donner un peu le ton, à annoncer notre positionnement et à dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse même à l'architecture de santé mondiale. Donc, Coalition Plus, rapidement, depuis déjà plus d'un an, on est en train vraiment de réfléchir, de pousser, parce qu'on est conscient que si on veut réellement éradiquer le VIH, il faudrait que les États aient les moyens pour assurer justement la prise en charge de leur population. Donc, cette situation américaine est juste la démonstration justement qu'on était dans la bonne trajectoire et que plus que jamais, il faudrait qu'on accélère ce principe-là. Et ce principe-là est cadré avec aussi des temps qui sont, ma foi, des temps sur lesquels il faudrait absolument se positionner. Vous avez sûrement entendu parler de l'agenda de Lusaka, qui est un agenda qui justement qui revoit une nouvelle architecture en santé mondiale avec une meilleure responsabilisation des États africains, en l'occurrence, sur comment ils apportent une réponse appropriée et surtout comment est-ce qu'ils ont les moyens, notamment en termes de propriété intellectuelle, en termes de production locale, de médicaments. Donc, il y a ces fenêtres d'opportunités qui sont en cours. Donc, effectivement, pour le très court terme, nous gérons vraiment l'urgence, parce qu'on est tous pris de court. Donc, on gère l'urgence, on essaye de comprendre ce qui se passe. Chaque jour, il y a une information nouvelle. On essaye de se mobiliser. On essaye de travailler sur les plans de contingence avec les membres et les partenaires. On essaye également de saisir cette opportunité pour attirer l'attention sur nos sujets classiques, c'est-à-dire réduction de la dette, c'est-à-dire donner plus de poids aux États du Sud global. Mais surtout, dans le moyen terme, il y a une opportunité à totalement saisir, c'est la reconstitution des ressources du Fonds mondial. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la préparation de la reconstitution des ressources du Fonds mondial qui aura lieu au mois de septembre à Londres. Et pour nous, plus que jamais, les États européens, en l'occurrence la France, devraient prendre vraiment le leadership. Devraient prendre le leadership parce qu'on parle là de pandémie et on est sûr. Les annonces qu'on a eues, que l'ONU-SIDA a rendues publiques sur le coût de l'inaction, parce qu'il y a quand même des chiffres qui ont été publiés sur le coût de l'inaction. Si on ne fait rien pour cette période-ci, ça voudrait dire que d'ici 2029, il y aura environ 103 millions de nouvelles personnes il y aura 63 millions de décès liés au sida. Il y aura 3,4 millions d'orphelins du sida. Il y aura 350 000 nouvelles infections chez les enfants. Il y aura 8,7 millions d'infections additionnelles chez les adultes. Ça veut dire que si on ne fait rien aujourd'hui, ce qu'on croyait être contenu à travers justement tout ce qu'on a mis pendant 4 ans comme effort pour contenir ce virus, on va le laisser éclater. Donc, la reconstitution du Fonds mondial, des financements du Fonds mondial est une réelle opportunité pour justement donner les moyens, pour que le monde puisse se donner les moyens de faire face à ce virus. Donc, du coup, nous, Coalition Plus, on appelle vraiment à la responsabilité et également à l'ingéniosité, parce que ce n'est pas que la responsabilité, c'est du bon sens d'investir au fond du Fonds mondial, de prendre le relais. Donc, la France a un rôle majeur à jouer. On y travaille pleinement pour pouvoir justement faire en sorte que le président Macron puisse endosser ce rôle de lead qu'il a eu, notamment lorsque la France a organisé la conférence de reconstitution à Lyon. Donc, qu'il reprenne vraiment ce leadership pour pouvoir justement avoir une contribution française au Fonds mondial à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur de ce qui se joue. Et bien sûr, on fait le même travail dans nos moyens termes auprès des institutions européennes et aussi auprès même des organisations, des États dits de mise en œuvre dans les pays du Sud global. On pousse aussi pour qu'ils investissent dans le Fonds mondial, parce que voilà, c'est un très bel outil et qui a déjà eu des résultats assez concrets.
Oui, j'ai deux questions qui me viennent suite à ce que tu viens de dire. Du coup, si les raisons scientifiques, objectives, de bon sens, comme tu disais, très compréhensibles pour nous, mais le fait que moins de financement, plus de contamination, moins on arrivera à éradiquer la pandémie, plus elle se diffusera aussi aux États-Unis qui ne veulent pas financer. Mais ça, on sait qu'il y a toute une partie du monde, dont le président des États-Unis, mais aussi d'autres présidents d'États majeurs, ils sont sourds à ce genre de questionnements de bon sens. Du coup, d'un côté, on a ce paradoxe. De l'autre côté, tu as dit il faut pousser le président Macron. Mais justement, je voudrais croiser un donné français. Si en Afrique, on a du coup moins d'accès même aux médicaments, pas que de prévention, mais aussi aux médicaments, aux ARV, objectivement, en France, depuis quelques temps, on a beaucoup plus des OQTF, du coup des décisions d'éloignement obligatoire de quitter le territoire national pour des raisons quand on fait une demande d'asile, de séjour pour des raisons médicales. Du coup, il y a une grosse contradiction. Et, Oui. mais vous, Coalition Plus, dit quand même, on veut demander à la France de prendre la relève. Mais ça va pas être Alors, évident. ça va pas être évident, mais c'est possible. Et nous sommes nous sommes une organisation de la société civile, nous sommes un réseau de militants. Et c'est notre devoir que de discuter, que de convaincre les personnes en charge justement des politiques publiques. C'est notre devoir, on n'a même pas le choix, on doit essayer. C'est vrai qu'on est dans un contexte où il y a une recrudescence, une droitisation de la vie politique au niveau mondial. Il n'y a pas qu'en Europe, partout, tout se droitise, tout se, en fait, on sent vraiment venir une poussée des extrêmes et ça rend compliqué l'exercice, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on devrait s'arrêter là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contradictions. On a souvent vu un président Macron qui fait des propositions en matière de défense, mais on l'a aussi vu et la France affiche, et c'est connu, un leadership en matière de santé mondiale. L'année dernière, il y a eu l'inauguration de l'Académie de santé de Lyon, l'Académie de l'OMS, pardon, à Lyon, et qui montre vraiment que la France tient quand même un discours, hein, c'est un leadership sur les questions de santé mondiale. Dans un mois et quelques jours, il y aura l'Assemblée mondiale de la santé, où il y aura des discussions autour des questions de, de l'accord sur le traité pandémie. Et on sait que l'ambassadrice de santé globale de la France, Madame Anne-Claire Ampro, pousse vraiment pour qu'il y ait un accord international sur comment est-ce qu'on fait de la prévention et comment est-ce qu'on gère les prochaines pandémies. Et c'est vraiment affiché, c'est vraiment poussé par la diplomatie française. Donc, il y a pour nous des fenêtres d'opportunité. Donc, même si on sait qu'on est dans un contexte mondial avec l'arrivée de Trump, oui, on parle des questions de santé, mais l'arrêt des financements PEPFAR et par extension des financements de USAID, c'est aussi une sorte de coup de poing à la recherche, à la science. Donc, c'est des discussions qu'on devrait tenir et on doit justement saisir l'opportunité de la radicalisation américaine pour avoir un discours avec nos partenaires, non seulement français mais européens, et de leur dire, bon, voilà, le modèle qu'on a toujours défendu, le modèle de la démocratie, le modèle des droits de l'homme, des droits humains, pardon, il y a quand même un argumentaire, on a quand même des éléments de langage pour pouvoir rappeler à nos autorités, notamment les autorités françaises, de qui nous sommes. Pourquoi est-ce qu'on s'engage? Pourquoi est-ce que la France a un rôle de leadership à jouer? C'est exactement parce que c'est le berceau des droits humains. Et je sais que les autorités françaises, j'espère qu'ils écoutent ce podcast, comprendront ce message, que quelque chose se joue et l'Europe et la France, plus que jamais, a un rôle à jouer en matière de modèle en investissant notamment sur les questions de soins de l'épidémie du VIH à travers une contribution à la hauteur de l'enjeu pour la reconstitution du Fonds mondial, mais pas que, parce que on a aussi observé beaucoup de communication autour de la baisse de l'aide publique au développement français, et pas que la France, c'est pareil en Belgique, c'est pareil aux Pays-Bas, c'est pareil en Grande-Bretagne, mais plus que jamais, il faut qu'on saisisse justement cette expérience américaine du gel du financement PEPFAR pour rappeler
pourquoi il est essentiel d'être solidaire. Parce qu'on a beau mettre des barrières entre les humains, on ne met pas des barrières entre les virus. Donc les virus sont mobiles, les virus se déploient, l'amour est réel. Donc on a beau refuser des visas ou bien mettre des OQTF, il y a du métissage, il y a des Français qui sont en couple avec des familles maliennes, sénégalaises, camerounaises et qui vont se fréquenter. Donc, c'est une réalité d'accepter qu'on est dans un monde qui est en pleine fusion et que fermer les yeux à ce qui se passe maintenant, je le rappelle, hein, c'est en 2029, c'est 6,3 millions de morts. Donc, il faut qu'on soit très vigilant. Et je suis convaincu que ce type de message, peut-être, c'est un peu mon côté super optimiste, mais parce que je n'ai pas le choix, je ne peux être qu'optimiste, mais je suis convaincu que M. Macron et également les personnes en charge des institutions de santé de l'Union européenne seront sensibles à ce message-là. Et pour terminer encore plus avec une note positive, avant de se quitter, tu disais tout au début, on était parti vers la fin du 2024 avec des bons espoirs, la PrEP, une injection, 6 mois, 1 an, des médicaments aussi que de plus en plus expérimental encore, une injection peut-être 1 an entier. Du coup, on peut avoir les moyens pour arriver à la fin de la pandémie, réellement. Bien sûr, on a les moyens. On a les moyens pour arriver à la fin de l'épidémie. On sait que si on prend conscience tous collectivement, et c'est ça le travail de coalition, d'alerter, de donner des informations, de faire des sondages, de produire des évidences. Si on prend tous collectivement conscience de l'urgence du moment, on peut se donner ces moyens-là. Les ressources existent. Hein. Quand on voit tout ce qui est investi aujourd'hui dans la défense, qui est très bien d'investir dans la défense, mais quand on voit toute la part du financement du budget de la défense, on se dit l'effort en fait pour en finir avec le VIH, si on met la même volonté, si on se met la même exigence et si on prend conscience de l'impact en matière de santé publique et surtout en matière de droits humains, parce que c'est ça aussi qui se joue, le droit des minorités, le droit des femmes, le droit des personnes trans, le droit des personnes disposées de leur corps. Si on prend en considération ce que ça coûte, en matière de nos valeurs, en matière du modèle qu'on a toujours voulu mettre en avant, je crois qu'on peut se donner les moyens d'investir. Et pour ça, je crois définitivement qu'il y a des ressources. Et nous sommes arrivés à la fin de Vivre avec les VIH de cette semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.